Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cette première capsule du chapitre 8 qui entame en même temps le dernier droit de la session. Donc, dernier chapitre, et puis vous allez constater que dans le chapitre 8, heureusement, il y a une bonne partie de révision puisque quand on arrive avec le sujet des composés alcool et éther, ou ça s'appelle les oxygénés saturés, là, les alcools et les éthers, mais leur façon de réagir, la façon de les obtenir, on en a déjà pas mal discuté dans les autres chapitres, puisqu'on a rencontré plusieurs alcools et quelques éthers jusqu'à maintenant, dans différentes parties de notre matière, ce qui fait que c'est très classique, je vous dirais, d'arriver à la fin d'un cours en chimie organique, comme on est en train de faire ici, et de retrouver un peu de redondance, même si on veut, on va appeler ça de la révision, pour la matière qu'on a déjà faite, qui est applicable à des nouvelles familles de composés. Donc c'est une bonne nouvelle, là, ça veut dire que les nouvelles choses à apprendre là, ne sont pas si nombreuses que ça. Donc, on va parler dans ce chapitre-là des alcools, majoritairement, là, je vous dirais, et un peu des éthers. Si vous vous souvenez, les éthers, c'est une fonction qu'on a vue moins souvent. Et les éthers, c'est le fait d'avoir un oxygène qui est pris entre deux chaînes de carbone. Ici, j'ai mis des CH3, là, mais ça peut être beaucoup plus gros. Et c'est quand on met un oxygène prisonnier entre deux chaînes, là, puis ça coupe la chaîne principale comme ça. On l'a vu majoritairement en nomenclature, en fait. Donc, pourquoi on les considère avec les alcools, c'est que il y a une liaison simple entre le C et le O, à cet endroit-ci, ce qui est aussi le cas dans un alcool, ce qui fait que cette similarité-là va faire que ça donne des ressemblances là, dans la façon de réagir quand on fait de la chimie avec ces deux types de composés. La première question, c'est souvent comme ça que c'est construit les chapitres, là, comme vous avez pu voir, c'est que peut-on faire pour obtenir des alcools et des éthers? Donc, c'est la première question qu'on se pose. Et c'est là qu'il y a plusieurs choses qui reviennent. Donc, premièrement, quand on parle de substitution de chlorophyle, mais à la réaction de substitution, on l'a vu en détail il n'y a pas si longtemps, à la section 7.4, puis avec la compétition substitution-élimination, là, qui vient ensuite dans le chapitre 7. Donc, ici, vous avez un léger résumé de la possibilité de faire des alcools par substitution. Naturellement, c'est fait sur des halogénures. Donc, les halogénures d'alkyle, là, c'était le sujet du chapitre 7. On avait vu que si on prend un halogénure primaire avec un nucléophile fort, puis je vous rappelle, ça c'était sans chauffer, ben, on va avoir majoritairement un produit de substitution. Donc, je vais vous donner un exemple très court, là, mais dans quelques instants. Et on pouvait aussi prendre un halogénure tertiaire et un nucléophile faible, naturellement sans chauffer aussi, là, et ça générait de la substitution de nucléophiles. Donc, comme premier exemple, ici, si on prend un halogénure primaire, comme c'était mentionné un petit peu plus haut, donc halogénure primaire qui peut ressembler à ceci, CH2Cl, mais on peut faire deux réactions pour répondre à ce qui est demandé dans ce chapitre-ci. La première, c'est qu'on peut faire en présence de OH-, donc du NaOH, là, qui est un phare, sans chauffer. Donc, on a vu que ça pouvait changer le Cl en OH. On vient donc de créer un alcool. Si on veut faire un éther maintenant, bien, on faudrait prendre quelque chose qui est comme RO-. Ça s'appelle un ion alcoolate, on l'a vu passer. Et le R ici, c'est n'importe quelle chaîne de carbone de votre choix. Donc, ça ici, c'est comme un alcool sur lequel on a enlevé un H. Souvent, c'est écrit de façon R-O-N-A, par exemple. Parce que ce sont des sels qu'on peut acheter, si je me ramène à ce qu'on peut faire dans la vraie vie, là. Donc, c'est des sels qu'on met en solution et qui vont nous donner le RO-, et ceci peut me donner le produit suivant, c'est que c'est l'oxygène qui va venir se brancher et qui va donner ici la fonction éther. Et vous prenez ici le côté, là, R, c'est n'importe quelle chaîne de carbone, là, comme je vous disais, ce qui vous permet là, de
faire la synthèse d'un éther comme ça. Donc, dans le chapitre 7, on a parlé majoritairement des alcools. J'ai essayé de donner des exemples à peu près tout, là, mais j'ai pas donné énormément d'exemples d'éther. Donc, on voit ici une application. Donc, ça, c'était un primaire. Et sinon, on peut prendre un secondaire ou un tertiaire, là, mais prenons un tertiaire, comme c'est écrit en haut. Bien, on peut avoir, si je dessine le plus petit tertiaire possible, là, c'est comme ceci. Bien, quand on met en présence d'un faible, donc H2O, H2O, ce que ça fait, c'est que ça va placer un OH à la place du chlore. Naturellement, c'est la molécule d'eau qui attaque et qui se fait enlever un H par après. Donc, on appelle ça une étape de déprotonation, là. Mais ça nous donne un alcool de ce côté-ci. Et si je prends, par exemple, si je l'écris pour vrai, là, un vrai alcool ici, donc au lieu de mettre un R au moins, ici c'est un ROH. Donc c'est un ROH ici. Bien, on peut former aussi un éther, puisque le OH ici, c'est l'oxygène qui va venir attaquer le chlore. En fait, le carbone qui porte le chlore, je devrais dire. Le chlore va s'en aller et on va pouvoir brancher le côté alcool sur la molécule. Puis, faut juste pas se mélanger, là. J'ai ici, je dis on branche le côté alcool, mais une fois branché, ça donne un éther également. Donc, vous avez la possibilité, là, de faire des éthers comme de deux façons. Je vous rappelle que ceci a quand même été mentionné, là, dans le chapitre 7, donc vous reviendrez dans vos notes, vous allez voir là, que c'est un rappel, en fait, mais il est ici appliqué au sujet de la formation d'alcool et d'éther. C'est juste que dans le chapitre 7, on faisait la substitution de façon plus large. Là. Ici, on en reparle de façon un peu appliquée. Donc, par substitution nucléophile, c'est la façon de faire des alcools et des éthers. Sinon ici, ça c'est une petite nouvelle partie. On parle ici d'un ester. Donc, ester, j'en ai parlé quand on était dans le côté grignard dans le chapitre 7. C'est le fait d'avoir la fonction ester, elle est ici, là. C'est un C double lien O avec une chaîne de carbone aussi du côté droit. Cette molécule-là, cette fonction-là, on peut la séparer à cet endroit-ci pour générer un côté acide et un côté alcool lors de cette séparation-là. Et de façon, je vous dirais, spécifique et précise, quand on fait la séparation en milieu acide, on va appeler ça une hydrolyse, alors que quand on la fait en milieu basique, ça s'appelle une saponification. Mais dans les deux cas, ça donne pas mal la même chose, là. C'est, surtout le résultat, c'est la coupure. Donc, si on prend par exemple un petit ester, qui est comme ceci, CH3, CH3, c'est comme un des plus petits esters qu'on peut faire, là. Bien, si je le mets en présence, habituellement, là, c'est en présence de H2SO4. Donc, on fait ça, ici on fait en milieu acide, là, et on va chauffer. Bien, on va pouvoir faire l'hydrolyse. Et ce que ça fait, comme je disais, c'est que ça coupe ici, mais ça coupe pas magiquement. C'est le H2SO4 est dans une solution aqueuse. Et le H2O va venir attaquer sur le carbone du carbonyle et va expulser le côté alcool. Donc, ce que ça nous donne ici, c'est un petit peu l'idée du grignard aussi, c'est que au lieu d'être n'importe quoi du grignard qui vient attaquer, bien c'est une molécule d'eau. La molécule d'eau, là, elle est à cet endroit-là. Oui, il y avait un H de plus, mais qui a été volé par une autre molécule d'eau là, dans le processus, ou qui a été volé par le voisin, en fait, parce qu'on vient d'expulser un alcool aussi. Donc, on va avoir ici la formation d'un acide. Et, ici, on a un alcool. C'est pour ça qu'on en parle dans le chapitre, c'est parce que ça peut générer un alcool. Cependant, je vous dirais, c'est pas la meilleure façon de synthétiser un alcool. Là, c'est plus quand on veut analyser un ester, là, on va le séparer en ces deux constituants pour pouvoir faire des analyses sur les deux côtés, pour pouvoir reconstruire l'identité de notre ester initial. Là. C'est plus dans ce cas-ci là, que ça va être utilisé. Donc, cependant, ça génère un alcool quand même. Là. Et puis, sinon, si je prends, mettons, un autre ester, tiens, pour faire des dessins différents.
et, mettons, O, CH2, CH3, bien, une autre réaction possible, c'est des réactions qui sont pas mal à l'équilibre, sous chauffage, en présence de NaOH, mais c'est du NaOH aqueux dans l'alcool, là. Et on fait ici ce qu'on appelle la fameuse saponification, qui coupe, encore une fois, à la même place. Et cette fois-ci, c'est le OH-, c'est pas de l'eau en tant que tel. Ça pourrait être de l'eau, là, mais le OH- qui vient attaquer à cet endroit-là et qui va faire sortir le côté alcool. Et la particularité, c'est qu'en milieu basique, j'ai CH3, mais ça part pas. En milieu basique, c'est que les acides carboxyliques, la partie de gauche, que je suis en train de dessiner, ben, ils vont être sur leur forme base conjuguée. C'est un détail. Okay? Si on écrit ici un OH à la place d'un O-, c'est pas vraiment une faute, là. C'est juste que ici, c'est la base conjuguée de l'acide. Donc, si je respecte le milieu chimique, là, qui est basique, ben, un acide carboxylique va former une base conjuguée. Mais bon, comme je dis, c'est plus ou moins important. Et à ce moment-là, ben, ce que ça peut faire aussi, puis l'important dans ce chapitre-là, c'est que ça génère un alcool, là. Donc, on peut générer un alcool de cette façon. Donc, bref, ici, vous voyez là, la saponification et l'hydrolyse. La saponification, en fait, elle a une autre utilité qui est beaucoup plus pratico-pratique. C'est quand on forme ici la base conjuguée de l'acide, si le côté gauche, à la place du benzène, là, si j'imagine que c'est une longue chaîne de carbone, et ça forme des savons. Donc, c'est ça qu'on appelle saponification, là. Donc, ça forme des savons, puisque ça forme des sels d'acide gras. Et les sels d'acide gras sont à l'origine des premiers savons. Là. Naturellement, ça a été perfectionné avec le temps. Là. Mais peut-être que certains d'entre vous ont essayé de faire des savons à la maison. Et ça prend ce qu'on appelle de la soude caustique avec de l'huile végétale. Là, et, ou même de l'huile animale, ça dépend. Et ça peut nous donner là, des savons à ce moment-là, puis on rajoute des odeurs, parfums et tout. Là. Donc, c'est l'utilité numéro 1 de cette réaction-là, je vous dirais, c'est de former des savons. Mais ici, dans notre chapitre, on s'en sert pour dire qu'on peut faire un alcool avec ça. Je vous dirais que l'alcool ici est assez secondaire dans la vraie vie. Là. Ce qu'on cherche, c'est faire la base conjuguée de l'acide pour faire un savon en tant que tel. Donc, c'est pour essayer de contextualiser ceci. Mais ça reste là qu'on est capable de faire une réaction pour former une alcool à partir d'un instant. Donc ça, c'est nouveau. C'est pas un rappel. Si je continue les rappels, vous avez ici l'addition qui provient du chapitre 5. Donc ça commence à dater un peu. Et si vous vous souvenez, on a fait de l'hydratation d'alcène qui va me donner un alcool. Donc si je dessine un alcène très simple, mais qui me permet de respecter la règle de Markov-Nikov, ce qu'on avait dit, c'était H2O, H2SO4 dilué, là. Et puis ça vous donnait le produit suivant, le fait de placer un OH selon la règle de Markov-Nikov. Donc, ce qu'on a ici, c'est c'est un des composés du chapitre qui nous intéresse aussi. Comme vous pouvez voir, là, les alcools sont beaucoup plus fréquents que les éthers. Les éthers, on a vu que la substitution de base, mais ici, les alcools sont plus fréquents. Donc, ça, c'est un petit rappel aussi. Et on a parlé, il n'y a pas si longtemps que ça, du réactif de Grignard. Le réactif de Grignard peut nous faire des alcools. Ici, je peux vous donner là, comme une petite liste. Là, on peut faire un alcool primaire. Si vous vous souvenez, l'alcool primaire était obtenu par RMGX, donc réactif de Grignard, plus oxyde d'éthylène. Et ça, quand on faisait la réaction, là, souvent on disait deuxièmement H3+, ici, et ça donnait Grignard qui était maintenant attaqué sur CH2, CH2OH. Donc ça, on pouvait faire un alcool primaire avec cette réaction de Grignard-là. Ensuite de ça, si je voulais faire un alcool secondaire, je peux c'est ici, on va l'écrire comme il faut, secondaire, mais c'était Grignard, MGX, plus
un aldéhyde. Par exemple, là, je vais écrire CH3COH comme c'est ici. Donc, c'est important, c'est n'importe quel aldéhyde qui va être ici, là. Et si on faisait la réaction toujours avec une hydrolyse acide à la fin, là, ça nous donnait le composé suivant. CH3CH, je mettais le OH en haut et je mettais le R en dessous. Donc ça donnait un alcool primaire. Et pour terminer, là, je vais donner comme 2 exemples pour l'alcool tertiaire. Le premier exemple, c'est qu'on peut faire un grignard, X, plus une cétone. Donc ça, c'était une façon de faire un alcool tertiaire. Donc ça ici, c'est cétone qui est important. Et ça va nous donner toujours, deuxièmement, H3+, comme ceci, et ça nous donnerait le composé sur, pardon, ça c'est une erreur, je m'excuse, on écrit ça comme il faut, OH comme ceci, R aurait attaqué en dessous, et on aurait CH3 de ce côté-ci. On a donc un alcool tertiaire. Et là, juste au bout de la place, là, si vous vous souvenez, on peut faire aussi 2 fois un RMGX sur ce que j'appelais ici un dérivé d'acide carboxylique. C'était ceux qui étaient, c'était pas un X, là, comme qu'il y avait ici, dans votre volume, c'était un Z. Ceux avec un groupe amovible. Et ça nous donnait, toujours après hydratation, comme ceci, ça nous donnait la possibilité de faire une double action. Et au bas mot, ce qu'on voit ici, c'est que ça donne un alcool tertiaire. Donc, c'est même une façon de reconnaître lequel grignard qui était fait. Hein. Donc, quand ils sont 2 fois pareils, c'était sur un groupe amovible. Ici, ben, c'était sur une cétone, ici sur un aldéhyde, et ici sur l'oxyde d'éthylène. Donc, comme vous pouvez voir, on peut former plusieurs types d'alcool par la réaction. Sinon, vous allez avoir ici une nouvelle réaction. Ici, c'est nouveau. Au moyen de réducteurs. Donc, les réducteurs qu'on va utiliser ici, les composés réducteurs, ceux qui sont les plus utilisés, c'est du LiALH4 ou du NaBH4. C'est quoi ces composés-là? C'est les donneurs de hydrure H-. Donc ça, c'est rare. Donc, c'est des réactifs qui sont même assez raides, là, assez violents, puisque, surtout le LiALH4 a tendance à former de l'hydrogène gazeux, puis ça peut nous exploser en pleine face. Donc, il faut faire attention lorsqu'on utilise le LiALH4. Le NaBH4, lui, est un petit peu moins dangereux, puisque le bord est un peu plus électronégatif, là, mais ça permet là, d'être un petit peu plus doux avec cette réaction. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut réduire les aldéhydes et les cétones. Réduire, ça veut dire augmenter le nombre de liaisons CH sur le composé. Et si je vous donne un exemple de ceci, c'est que on pourrait avoir, quand on parle d'aldéhyde et de cétone, je pourrais dessiner un aldéhyde comme ceci. Tiens, le suivant, benzène, prenons le benzaldéhyde. Et si je le mets en présence de LiALH4, donc la plupart du temps, on va écrire de cette façon. LiALH4 en premier, et deuxièmement, on finit avec une hydrolyse acide. Donc c'est souvent comme ceci, donc ça va se terminer. Ça ici, ça veut dire que premièrement, je fais ceci, deuxièmement, je fais ceci, là, quand je fais la réaction vraiment dans la vraie vie. Et ce qui va se passer, c'est que le LiALH4, comme je vous dis, c'est un lien H- qui va s'en aller et aller attaquer à cet endroit-là comme un réactif de Grignard-Ferré. Donc, à ce moment-là, j'aimerais aussi vous faire remarquer que, au lieu de réactif Grignard, c'est un H qui va attaquer, mais c'est la même réaction. Donc, on va attaquer ici, et ça va donner momentanément, si je le fais au complet, là, ça donne momentanément le composé avec un O- comme ça, et un H qui était déjà là, et le nouveau H
c'est branché en dessous. Donc, vous voyez ici, là, la définition de réduction, c'est rajouter une liaison CH. Et après ça, bien, on met ça dans de l'eau acide. Et le O- va aller chercher son hydrogène, là, comme on faisait à la fin de tous les mécanismes du grignard. Et ici, ça nous donne un alcool. Donc, on peut former un alcool, ici c'est un alcool primaire, là. On peut former un alcool à l'aide de LiAH4. Donc, c'est un bon réducteur. Hein? Et on peut aussi faire ceci sur des cétones. Donc, c'est un petit peu... Si je prends ça sur une cétone, par exemple, cétone comme celui-ci, CH3, c'est le niveau CH3. Et de la même façon, je peux écrire NaBH4. Et deuxièmement, H3O+. Et c'est la même chose. Vous allez avoir un petit H- qui fait son chemin, qui va attaquer le C qui est ici, et qui nous donne momentanément le composé suivant, au moins. Cette fois-ci, c'est un H qui est branché en dessous. Et à la fin, quand on met dans l'eau acide, H3+, et ça va nous donner le composé réduit, qui est maintenant, un alcool secondaire. Ici, CH3 et OH. Donc voici une belle façon de former des alcools à partir d'aldéhydes et de cétones. Donc, les aldéhydes et cétones qui peuvent provenir d'oxydation dans le chapitre 5, on peut reprendre des morceaux et faire une réduction et se rendre jusqu'à la formation d'un alcool, soit ici primaire ou secondaire, là, avec les aldéhydes et cétones. Donc ça, c'est une possibilité. Puis on peut aussi faire la réaction sur les esters. Ce que ça dit, par exemple, c'est que ça prend du LiAH4. Celui-là, il est plus violent. Hein, je le mentionnais tantôt, il est plus difficile à utiliser, mais il est plus fort en termes de réaction. Et il permet de faire la réaction suivante. Donc, si j'ai un ester, comme ceci, là, ben, je dessine n'importe quel ester, OCH3, comme ça, et je le mets en présence de, écrire correctement, LiAlH4, deuxièmement, en présence d'acide, ben lui aussi, il est capable de couper à cet endroit-là. Mais cette fois-ci, il va couper avec un H- qui va aller attaquer à cet endroit-là et qui va faire sortir la liaison, ça va revenir et on va pouvoir faire sortir le CH3 de ce côté-là. Et cette réaction, en fait, c'est l'équivalent du grignard d'eau. Sauf qu'ici, quand on termine avec le OH, c'est pas deux grignards qui sont entrés, c'est deux H. Donc on peut former un alcool de ce côté-là. Et en plus de ça, notre groupe amovible va avoir généré aussi un alcool. Donc vous pouvez voir, là, on peut former deux alcools différents à cet endroit. Donc c'est, comme je vous rappelle, là, si vous regardez le double grignard à la fin de la section 7.9, bien vous allez retrouver le même genre de réaction, mais au lieu d'un grignard, ici, vous mettez un H. C'est exactement ce qui va se passer, là, deux fois le même groupement, et ça nous donne là, la sortie de l'ester, de l'alcool de l'ester, je devrais dire, là, qui est le groupe amovible. Donc ça, c'est une façon de faire. Et ce qui est intéressant avec cette réaction-là, c'est que si on prend le NaBH4, qui est un peu moins violent, les esters, qui sont une fonction là, organique qui est assez difficile à défaire là, en tant que tel, bien, ils vont pouvoir résister à la réduction. Donc, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que des fois, on peut faire de la sélection. Si un aldéhyde ou cétone sur la même molécule d'un ester, bien, l'ester va survivre à un NaBH4. Regardez bien ce que je veux dire ici, là. C'est que si j'ai, par exemple, une cétone, si j'ai une cétone sur mon composé, et ensuite de ça, j'ai aussi un ester de ce côté-ci. Donc, c'est pas impossible d'avoir les deux. Bien, si je mets ceci dans le NaBH4, H4,
premièrement. Deuxièmement, H3+. Mais je vais réussir à réduire ma cétone et je ne toucherai pas à mon ester. Donc, ça va donner le composé suivant. Puis, comme tout à l'heure, je vais dessiner le H à l'endroit où il va. Le H s'est branché ici. On a formé un OH à cet endroit-là. Et ce que ça va nous permettre, donc, on va dire avec 4 liaisons, là, ça permet de préserver notre ester qui est ici, qui ne changera pas à la présence du NaBH4. Donc, ça permet là, de garder l'ester intact, mais de réduire notre cétone en alcool. Donc, des fois, là, on est chanceux, là, en chimie, il y a des réactions qui sont comme sélectives, comme ça. Et si je mets du LiALH4, ça va faire tout. Donc, on va couper, puis on va faire la réduction ici. Donc, il y a 1 ou 2 exercices là, qui vont vous faire reprendre ceci. Finalement, là, pour terminer cette première capsule, parlons ici de la synthèse des phénols. Ça, c'est un rappel de la fusion alcaline. C'est la seule qu'on vous avait demandé d'apprendre à ce moment-là. Et c'est un alcool en tant que tel. Donc, ici, ils font un rappel là, dans votre volume. Si on prenait un chlorobenzène et on mettait ça dans du NaOH solide, en fait, on mettait du NaOH solide là-dedans, et on chauffait ceci à 350 degrés Celsius, là, et ça nous donnait à la fin le phénol, le OH comme c'est ici, qui est un alcool aussi. Donc, c'est pour ça que on revient dans ce chapitre. Ceci étant dit, là, c'est déjà une capsule bien assez longue, mais ça couvre la première partie du chapitre, donc qui est la capacité d'utiliser ce qu'on connaît déjà là, pour fabriquer des alcools et des éthers. Je vous retrouverai dans d'autres capsules pour le restant du chapitre.